Bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach de vie et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes et mes invités, je souhaite t'amener à te questionner et à faire un voyage intérieur. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Laura Humber, qui est graphiste et illustratrice. Et du coup, elle va nous parler de slow travel, de vie alternative, d'écologie et surtout de son... Moi, je te considère toujours comme un petit rayon de soleil parce que tes illustrations sont tellement lumineuses. Donc, je vais te laisser te présenter. Puis, comment ça va, Laura? Eh ben, ça va très bien aujourd'hui. Et donc, faut que je me présente. Donc, Oui, tu un fais petit... un petit peu. Oui. Ouais. Donc, je suis graphiste illustratrice. Et comme j'aimerais maintenant sortir un peu de la vie de l'ordinateur, j'essaye de me lancer dans la peinture murale. Et je me considère toujours comme une personne nomade parce que ça fait 2 mois que je suis revenue d'un très long voyage sans avion. Donc, de 1 an et demi, mais il y a des antécédents à cause du Covid. Donc, voilà, j'étais nomade et je pense que dans ma tête, je suis pas encore prête à me poser, donc je me considère toujours comme une nomade, même si je suis rentrée en France depuis 2 mois. Puis, c'est pour ça que je dis aussi vie alternative, hein, parce que toutes les deux, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. C'est toi qui as réalisé toute ma charte graphique de chasseuse d'arc-en-ciel. Et on n'est pas trop métro, boulot, dodo. C'est pas trop Non. notre truc. On sort un peu des sentiers battus. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Et justement, il y a une de tes valeurs qui me touche énormément, c'est l'écologie. L'écologie, pour moi, je t'ai toujours connue là-dedans. Et c'est grâce à toi justement que j'ai découvert le slow travel, les lombricompost. C'est mon combattu quotidien, Ah, et lombricompost. oui, oui. Donc j'aimerais justement que tu nous parles comment c'est venu cette attention sur l'écologie. Alors, c'est venu il y a longtemps. Alors, déjà, j'ai eu de la chance de grandir dans un jardin, donc moi, je sais, quand j'ai grandi, ça me paraissait naturel de savoir quand poussaient les tomates, d'avoir les fruits de saison, les légumes de saison, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je crois. Non, Donc déjà, j'avais cette proximité, disons, avec la nature un peu plus que d'autres personnes. Après, il y a ma mère a toujours été très pointilleuse sur le recyclage, mais au final, ça devrait être normal, c'est même pas tant un acte écologique. À l'époque, ça l'était. Et donc, en grandissant, j'étais addict au labello. J'en mettais tout le temps, tout le temps. Et un jour, sur Internet, j'ai lu qu'il y avait un produit dans le labello qui desséchait les lèvres au bout d'un moment, qui donne envie d'en remettre. Donc, du coup, j'ai oh, essayé de faire le mien. C'est tout simple avec un beurre végétal et une huile. J'ai réussi, ce fut un franc succès, bravo pour cette recette très simple. Et c'est là que j'ai commencé du coup à avoir un autre regard sur les cosmétiques, parce que là aussi, depuis toujours, je me mettais tout le temps de la crème depuis mes 15 ans sur le visage, soir et matin. Enfin, j'ai regardé donc les flacons des shampoings et j'ai commencé à voir les contenants des cosmétiques. Et après, j'ai commencé à à être horrifiée par tout le plastique, tous les contenants qui étaient inutiles, à prendre conscience de tout ça. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé le zéro déchet. Ensuite, en zéro déchet, je suis venue un peu une nazie avec moi-même. Et là, ça va, je suis redescendue et j'ai trouvé un équilibre parce que ça sert à rien, on changera pas le monde dans ce flagellant parce qu'on a pris un sac en papier non, là-dedans. c'est vrai. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert, quoi, que je me suis vraiment plus investie dans l'écologie, plus que les autres personnes qui étaient autour de moi et qui ont petit à petit commencé à me suivre ou au moins arrêté de me regarder bizarrement parce que c'était comme ça. Et ensuite, pour le voyage, eh ben, j'avais toujours voulu voyager, mais je m'en suis jamais donné la permission sentie capable. Un jour, je me suis mise avec un mec avec qui on voulait partir et finalement, il était là, reporté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Mm. un jour, il m'a quittée et je me suis cassée. Et c'était génial. Et voilà, on a Et voilà. toujours un petit déclic
quelque part qui fait que je vais pas passer à côté de ma vie. Exactement. Et du coup, Et je tiens à préciser, en tout cas, je mettrai toutes les infos dans la description de ce podcast. Tu as un super blog qui s'appelle Des trucs bien, où c'est que tu donnes plein d'astuces sur, justement, je crois même que tu as des recettes de oui, savon fait maison, de euh, savon, non, parce que c'est un peu compliqué les savons, mais j'ai des crèmes, des oui, c'est déodorants. ça, des crèmes, déodorants. Puis je conseille vraiment d'aller voir son blog parce qu'il est tellement riche Merci. d'informations. Il En faudrait que tout je le cas, réalimente un petit peu. oui, mais vraiment déjà ce Et qu'il y a dessus, c'est ouais, moi j'adore. merci. Oui. Donc du coup, ben, forcément, tu as eu envie de voyager, mais Oui. comme il y avait la question de l'écologie, je suppose que l'option de prendre l'avion n'était pas dans tes critères. Bah, j'ai voyagé une première fois en prenant l'avion sans trop me poser cette question. Et en rentrant, il y a ça qui a mûri ensuite, parce que l'avion, c'est pas quelque chose du quotidien. Donc, j'y avais Non. pas réfléchi, j'avais surtout travaillé sur mon quotidien. Et du coup, je suis rentrée en France. euh, Dépression, je voulais retourner en Amérique du Sud. Et j'ai voulu y retourner sans avion parce que là, j'ai voulu passer encore un cap dans mon engagement écologique. Et aussi parce que j'avais découvert un nouveau mode de vie que, en fait, je me suis rendu compte que c'était comme ça que j'étais le plus épanouie. Je sais pas que je suis totalement épanouie au maximum. Et j'ai découvert un autre mode de vie différent. Il fallait réfléchir à d'autres façons de faire, de vivre. Enfin, c'était intéressant. Ça l'est toujours. Donc, j'ai décidé de repartir sans avion. Et il y a eu le Covid et compagnie. Et je suis en train de me perdre complètement dans mon discours. Je ne sais Ah, plus mais où t'inquiète, j'en je vais suis. te recadrer. Et en fait, comment justement t'as pallié le fait de vouloir aller en Amérique latine sans avion? Donc, juste, je vais quand même replacer en contexte. Tu as fait une première expérience, je crois que c'était fin 2019, Ouais. où c'est que tu as fait une tentative de traverser l'Atlantique Oui. en bateau-stop. En bateau stop. Maintenant, ça devient un petit peu la mode, mais à l'époque, ça l'était moins. Donc, du coup, j'étais rentrée d'Amérique du Sud en février ou un truc comme ça. Et j'avais vu que la saison pour traverser l'Atlantique, c'est de novembre à mars à peu près, pour dans le traverser dans ce sens-là, de l'ouest à l'est. Et donc, en novembre, moi, j'ai rien préparé. J'ai acheté une veste au rayon bateau chez Decathlon et je suis partie chez une copine au Portugal avec mon sac et mon ordi pour travailler en disant que j'allais faire du bateau stop à côté de Lisbonne. Donc là, j'ai fait du bateau stop. Pendant un mois, je suis restée à Lisbonne. Et comment ça se Et passe justement le bateau-stop? C'est qu'est-ce qui, t'as une petite pancarte écrit sur les réseaux c'est sociaux? quelque chose que je déteste faire. Donc en fait, il faut aller toquer au bateau, enfin, techniquement. Et en vrai, je crois pas avoir trouvé un seul bateau en faisant ça. Il y a beaucoup de gens qui y arrivent, mais moi, je déteste faire ça. Ok, Qui vont toquer au bateau et dire coucou, je veux faire ça. Mais maintenant, il y a de plus en plus de monde qui le fait, donc je pense que c'est un peu plus compliqué. Ou ok. alors, on peut chercher en avance sur Internet. Mais sans connaître les gens, c'est compliqué parce que vivre sur un bateau, c'est une expérience Ben un petit oui, peu intense socialement. ben oui, parce que la traversée, c'est quoi? C'est à peu près, si on part des Canaries aux Antilles, c'est à peu près 3 semaines, non? Les 3 semaines, c'est ça. Après, ça dépend de la taille du bateau, ça dépend de la météo et de beaucoup de choses, mais c'est environ 3 semaines. Donc, premier test au Portugal. Au Portugal. Je sais que ça n'a pas été si simple que ça, mais Ça n'a pas été si. t'as Après, quand je suis même un peu. réussi, non? Oui, j'ai réussi, mais pas grâce au bateau stop, grâce à d'autres bateaux stoppeurs. J'avais rencontré un Ah, Espagnol, un genre de VP avec qui j'ai discuté. On s'est échangé nos numéros et quelques jours après, il m'a dit qu'il avait trouvé un bateau et qu'il restait une place si je voulais. ok. Donc, je dis, génial, j'ai plus besoin de chercher. Je dis oui. Donc, je suis allée rencontrer ce bateau qui était dans un port perdu. Il n'était pas dans le vrai port officiel, genre un truc au fin fond d'une route, à côté d'un bateau de Waouh! pêcheur. Non, d'un navigateur, mais à l'ancienne, le mec, il était, c'était pas mon capitaine à moi, c'était le voisin. Mais c'était tellement un personnage de film et de roman. Il avait les vêtements de la même couleur que son bateau, quoi. Tout était
délavé, bloqué à une autre époque. Il y avait des cartes partout sur son bateau, c'était incroyable. Il était tout vieux, il avait plus de dents, les cheveux longs, tout ternis par le sel. Enfin, sur les bateaux, on rencontre vraiment des personnages, des livres. Et c'était. Mais j'ai quand même une question. Est-ce que tu avais des notions de navigation avant de partir ou pas du tout? Je suis pas sûre que la classe de mer en CM2, ça compte. Et non, je Voilà. crois pas non plus. Voilà, j'avais ça. Donc là, tu te retrouves sur un bateau avec des gens que tu connais pas, direction les Oui. Canaries. D'abord, on a fait des petites nappes, ça c'était Ok. cool. On faisait des petites nappes pour s'habituer. Donc là, j'ai découvert le mal de mer. C'est formidable. Et on faisait des toutes petites navigations. Et on était deux Français, l'Espagnol, moi et le capitaine sur le bateau. C'était un bateau tout petit de pêcheurs en bois avec des voiles rouges et carrées, aucune technologie. Il y avait deux couchettes à l'avant du bateau, deux bannettes, la table au milieu. Et moi, j'étais dans une petite bannette en haut. Ah Bon, ouais. j'ai un gros cul, mais la bannette était tellement fine que je pouvais pas me mettre sur le côté à cause de mes hanches, qui certes sont larges, mais quand même, c'était vraiment tout petit. Et j'avais eu mes règles, je me souviens, avec quatre mecs sur un bateau où les WC, c'était juste un petit rideau au milieu avec des petits WC où il fallait s'accroupir. Bon. C'était Mais du coup, malgré cette première expérience quand même assez folklorique, donc oui, après, il y a le Covid qui est arrivé, il a fallu que tu rentres en France et tout, puis quand justement ça s'est un peu calmé, tu as repris la décision de retenter l'expérience et tu es reparti. Donc oui. toujours en slow travel, en te disant, cette fois-ci, je vais réussir à traverser l'Atlantique. Il y a eu le Covid, c'était un peu plus long. Je vais essayer d'abréger. Donc, avec ce bateau en bois, je suis arrivée aux Canaries. J'ai vécu 3 mois sur ce bateau. Je me Ouais, suis fait des copains ok. marins autour. Je suis partie naviguer sur un bateau de luxe dans les Canaries, sur un autre bateau. J'ai été confinée avec un Roumain sur son bateau. Wow! Je me suis fait rapatrier en France après 2 semaines de confinement sur son bateau. On n'avait pas le droit de sortir, on était Ah bah coupés tous oui, les. Je me suis fait rapatrier en France. Et ensuite, ce Roumain m'a dit, moi, je retourne dans les Canaries. Tu as une place sur mon bateau. Tu restes tant que tu veux. ok. J'avais pas de billet de retour, donc j'y suis retournée. Donc là, on a un peu navigué et au bout de 3 mois, on a navigué avec ses copains roumains. Au bout de 3 mois, lui, il est rentré en Roumanie, il m'a laissé son bateau au port. J'ai pas navigué. Et je suis restée donc en tout 9 mois sur ce bateau. 9 mois! Et ensuite, ouais, je suis re-rentrée en France pour faire le vaccin parce que je voulais pas, je veux pas de débat pour contre, mais je voulais Non, pas faire être un poids pour ou me mettre un boulet en n'ayant pas le vaccin pour traverser ouais, l'Atlantique je parce que je comprends, savais pas comment ça se passait de l'autre côté. je comprends. Et aussi, je voulais pas risquer d'être un véhicule de plus pour le virus dans des pays qui sont plus pauvres que les nôtres. Oui, je comprends, je comprends. Donc, j'ai choisi de faire le vaccin. Donc, je suis revenue faire le vaccin. Je suis retournée aux Canaries. Et, et cette fois, je suis allée vivre sur le bateau de mon meilleur ami que je me suis fait, du coup, qui était un voisin de ponton. Mhm. Donc, on vivait tous les deux au mouillage sur son bateau. Et en 10 jours, j'ai trouvé un bateau pour traverser l'Atlantique. Pas en allant toquer, en buvant des bières, parce que je n'avais pas le courage d'aller toquer, donc je voulais un petit peu boire des bières avant de reprendre, de réattaquer. Et c'est là que j'ai parlé avec le capitaine qui était derrière. Il m'a dit à la fin, tu veux aller en Guadeloupe pendant 3 jours. J'ai dit OK. Donc finalement, les bières écologiques, est-ce Les que bières, c'est le bon plan pour rencontrer les marins. oh, c'est parfait. Donc du coup, tu as traversé l'Atlantique pendant à peu près 3 semaines sur un Ouais. tout petit bateau, hein, on va pas se le cacher, Non, c'était là, c'est encore un autre bateau, là. C'est un gros bateau de 14 mètres, confortable. quand même assez confortable, mais on va pas Ouais. se cacher, c'était pas le Corsica Ferry ou Non, non, Titanic. non. C'est un Donc bateau confortable, mais ça reste. ça reste Il n'y quand avait pas énormément de cabines, on était 5, donc c'est quand même fallait tourner. Pour l'intimité, c'est quand même limité. voilà. Te voilà de l'autre côté Oui. et tu continues toujours le slow travel. Ah bah, tellement slow que je me suis arrêtée 5 mois, 5, 6 mois en Guadeloupe, parce que le capitaine de ce bateau est rentré en France et m'a laissé son bateau. Donc je suis restée vivre sur son bateau. Donc je suis restée un peu en Guadeloupe. Et ensuite, j'ai eu de la chance de trouver un autre bateau juste avant la saison des cyclones pour aller à Carthagène en Colombie. Donc on a traversé Waouh! la Caraïbe en 10 jours.
Waouh. Mais malgré tout ça, donc c'est bien le slow travel, mais comment t'arrivais à gagner ta vie? Parce qu'il faut quand même un minimum de revenus Mm. pouvoir se nourrir, mais parce qu'il faut quand même préciser, quand on fait du bateau stop, en règle générale, si je me trompe pas, tu rémunères pas le capitaine, hein. C'est comme Non, de l'échange de services, c'est-à-dire que tu t'engages à faire des quarts, à être actif sur le mais bateau, non? ça dépend des capitaines. Ok, Il n'y a pas un seul fonctionnement. Sur la transatlantique, il n'avait pas vraiment besoin de monde. Le capitaine, il l'a déjà fait tout seul, mais tout seul, il se fait chier. Donc, du coup, il prenait du monde. ouais, Accessoirement, ça lui faisait plaisir d'arriver en Guadeloupe avec 4 meufs derrière lui. Je pense un petit peu fierté masculine derrière. Et, non, là, nous, on payait 10 euros par jour pour la bouffe. ok. Ce que je trouve correct, Et parce que non, ce qui est vraiment pas cher. ouais, Je pense qu'après, il m'a laissé sur le bateau, donc enfin, j'ai gardé le bateau, donc j'ai pu finir tout ce ce qu'on avait acheté et qui ben restait. oui, ben oui. Mais normalement, c'est ça, hein, le principe, c'est pas que tu payes des milliers d'euros pour... Non, bah, il y en a qui font payer, c'est des charters, mais du coup, il n'y a pas besoin de faire des quarts de nuit, il n'y a pas besoin. Ok, Il y a des employés qui sont payés pour faire tout ça. ok. Mais sinon, il faut aider un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est ça ma question. Oui, Oui, c'est sympa le slow travel parce qu'on prend plus de temps, ne serait-ce que pour se déplacer, mais aussi une fois sur place. Tu as passé 5 mois en Guadeloupe, après tu as passé aussi beaucoup de temps en Colombie. Tu as navigué de différents points en Colombie aussi, mais comment tu arrives à gagner ta vie? et ben grâce au travail freelance de graphiste. Mhm. Donc ça aide un peu. Après, ça aide. La Guadeloupe, non, c'est cher, mais d'être en Amérique du Sud, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent, donc ça allait pour s'en sortir. Si j'avais été en France, ça aurait été une autre affaire. Et du coup, je faisais, avec le graphisme, en Colombie, je faisais des volontariats aussi, mais qu'il faut pas faire n'importe comment, à mon avis, pour pas prendre le travail des gens non plus. C'est Oui, un c'est sujet ça. un peu touchy, le volontariat, je pense. Et oui, oui, parce qu'en plus, c'est devenu très à la mode Oui, les workaway ou le woofing, là, c'est très en ouais, expansion, mais parfois, c'est quelque part du travail déguisé, entre faut le guillemets. faire intelligemment, je pense. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, je fais un résumé rapide, mais vous offrez 2 heures de votre temps par jour. Donc, soit pour les champs, soit pour faire des petits travaux à droite, à gauche. Puis, en échange, vous avez le gîte et le logis, enfin, le gîte et la nourriture, dépendamment, hein. Mais souvent, c'est plus 4 heures par jour qu'il faut donner. Ouais, C'est un bon 4 heures. Puis, en échange, tu peux dormir sur place et par moment, tu peux aussi avoir accès à la nourriture. Donc, dit comme ça paraît idyllique, fantastique et tout, mais sauf que, en tout cas, moi, je m'en aperçois autour de moi. Des fois, c'est du travail déguisé. C'est pour... oui, et puis souvent, enfin, ils font ça pour pas embaucher de personne, mais c'est Oui, pas. Je trouve ça pas cool d'aller dans les pays des autres qui sont supposément plus en difficulté que le nôtre pour aller piquer le travail des gens et faire des ouais, trucs gratuits sous prétexte de fun. C'est pas, je trouve ça pas très cool, donc faut bien réfléchir à ce qu'on fait, à oui. mon avis, avec le volontariat. Mais c'est quand même là Mais que tu as découvert une passion pour peindre des fresques sur les oui, murs. oui, parce que du coup, j'ai eu cette opportunité-là grâce à ça. Là aussi, ça prend éventuellement le travail d'autres artistes peintres, mais c'était pour essayer. Enfin, bon, et c'était. Vous me laissez l'opportunité, c'était pas des endroits où vous en avez vraiment besoin. Mais c'était cool, ça m'a ouvert de nouvelles portes, de Oui, puis possibilités. on replace aussi dans le contexte, c'était dans le cadre d'auberges, donc c'était des endroits qui étaient quand même accessibles que pour les touristes. Donc, Oui, t'as pas été faire une fresque sur un bâtiment au milieu de la place publique que tout le monde non, non, allait non. voir, c'était plus dans des endroits un peu isolés, ce qui, toi, t'a permis quelque part de prendre confiance en toi, de te découvrir une nouvelle passion qui est la fresque. Ouais, Puis je vous encourage fortement à aller voir son Instagram parce que les fresques, elles sont juste magnifiques. Et bah, je fais un petit peu de promo pour toi. Si vous voulez merci. faire une fresque chez vous,
que vous soyez une entreprise, un particulier ou quoi, honnêtement, faites appel à Laura parce que c'est vraiment fabuleux ce qui est fait. Puis ça va être très exotique Ah, c'est tropical. et très tropical. Donc ça permet de remettre de la couleur dans une maison. Mais en tout cas, justement, est-ce que avec le slow travel, tu as rencontré des difficultés? Ça serait quoi pour toi les difficultés qu'on peut rencontrer Pouvoir travailler pour ou... pouvoir travailler, pour pouvoir se déplacer, pour ce mode de vie en général? Alors moi, la difficulté qu'il y avait, mais j'ai travaillé dessus, c'était que j'entendais souvent les gens qui disaient j'ai fait ça, qui sont allés partout. Moi, je voyage hyper lentement. Genre, en Colombie, je suis restée 3 mois au même endroit. Et ça me frustrait. Je me disais, bah, moi, j'ai pas fait tout ça. Je reste tout le temps au même endroit. Je suis sur mon ordi. Mais au final, c'est quelque chose que j'aime bien, de juste avoir la vie normale. Et maintenant, j'ai l'impression que j'aime bien rester à un endroit jusqu'à perdre cette sensation d'exotisme et que ça devienne un peu une normalité. Ça garde toujours la sensation d'exotisme, mais jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de normal et je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai jamais pris le temps de rester encore au-delà. Mais c'est ce que j'aime bien faire et maintenant je ne suis plus frustrée de pas tout visiter, de pas avoir toutes les cascades, mais juste de rester jusqu'à ce que ça me semble normal et de comprendre un peu mieux la vie. Je trouve que c'est intéressant. Et peut-être justement Mm. de s'imprégner de la culture locale, hein, de comprendre les Oui, codes. Parce que même moi qui suis au Québec, ça m'a pris, là, ça va faire 6 ans que je suis au Québec. Et même encore aujourd'hui, je découvre des expressions, des façons de travailler. Parce oui. que on a quand même si là, je vais parler du Québec, on a la même langue, on n'a pas les mêmes façons de voir la vie. Et je trouve Non, que oui. quand on reste justement à un endroit, ça permet de découvrir toutes ces différentes facettes. Oui, oui, je pense qu'il y a des strates de compréhension auxquelles on peut accéder que quand on a Oui, gratté une première couche. Donc c'est intéressant de rester un petit peu longtemps. Et je pense que c'est parce qu'il y a une grosse mode de sortir des sentiers battus oui, qui ne concerne pas les pays occidentaux. On sort des sentiers battus que dans les pays du Sud, j'ai l'impression, on cherche à faire ça. Et je pense que sortir des sentiers battus, la façon la plus intéressante de le faire, c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, pour moi, c'est de rester un petit peu longtemps et pas d'essayer d'aller explorer des endroits où personne n'a jamais foutu les pieds. C'est peut-être bien de les laisser tranquilles, ces endroits-là. ouais. Et peut-être que juste prendre le temps, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça, sortir des sentiers battus. Hmm. Et du coup, je vais rebondir parce que tu as quand même un métier qui est dit digital nomade, hein, parce que quand on est graphiste, Mm. illustratrice, on peut travailler de n'importe où. Et même si tes fresques, tu pourrais les faire de n'importe où. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a comme un effet de mode sur le digital nomade. Moi, je trouve ça cool, mais en même temps, j'ai aussi un regard critique parce que je prends l'exemple de Bali, qui Ouais. aujourd'hui est victime de son succès. Puis, si vous allez justement voir ces influenceurs qui partent à Bali, moi qui ai connu Bali en 2012, je trouvais déjà ça un peu oppressant de tourisme de masse. Là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Bali, là, c'est terminé. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses justement du fait qu'on Ah, fait la moi, promotion du j'ai le digital cul nomade? entre deux chaises parce que clairement, ça me fait chier de dire ça, hein. Et je Oui, suis digital nomade. Mais ça, il y a une réponse à la question précédente, c'est la difficulté dans ça. Pour les endroits où je suis allée, la façon dont je voyageais, oui. les digital nomades, j'ai l'impression qu'ils vont dans des endroits un peu plus aisés, où c'est facile de se poser, où il y a un grade d'hostel un peu plus élevé que celui où je vais. Moi, comme j'ai pas beaucoup de moyens, je vais vraiment dans les trucs les plus pauvres, pas les plus pauvres, les moins chers. Et la difficulté, c'est l'accès à Internet et l'humidité, parce que moi, j'allais dans la forêt Hmm. amazonienne et j'avais un peu peur pour mon ordi. Au final, ça allait. Je l'ai pas beaucoup sorti non plus. Mais c'est un truc qui me faisait un peu peur. Et l'accès à Internet est compliqué dans la forêt amazonienne. Ben oui. Il n'est pas compliqué, ça va, ils ont quand même pas mal Internet. Mais si j'avais dû envoyer des gros fichiers ou quoi, je pense que ça aurait été difficile. Et Ben, des fois, Internet, ça marche pas pendant 2 jours et t'as pas à râler ou chercher des responsables.
C'est comme ça. C'est Bah comme ça. oui, Et voilà. Là-bas, des fois, il n'y a plus Internet, il y a plus, pendant la saison des pluies, à des moments, il n'y a plus d'électricité. Bah, ils font tourner les générateurs 2 heures dans la journée pour charger les téléphones, fin de l'histoire. Et ça, c'est une petite difficulté. je comprends. Et après, ce que je pense du travail nomade, je trouve que, enfin, du digital nomadisme, je ne sais pas si c'est correct de vouloir aller dans d'autres pays qui sont moins aisés financièrement à cause d'un système que nous leur avons imposé, Oui, pour se faire autant de thunes qu'on se ferait en Europe, dans des endroits confortables en ayant tous les avantages d'un pays moins cher et du coup d'une situation plus luxueuse. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais de profiter de cette situation que nos sociétés ont mise en place dans le monde. Enfin, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans cette ça histoire-là. dérange. Et puis, on prétend qu'on découvre les autres pays sans vraiment se pencher sur les problématiques. Après, c'est qu'une impression que j'ai, parce que peut-être qu'ils le voient, les autres problématiques, peut-être qu'ils vont parler aux gens, je sais pas, mais des choses qui me voient qui reviennent sur Instagram, par exemple, parce que j'ai beaucoup de voyageurs et de digital nomades qui se présentent à moi sans que je le demande. Ils montrent juste des gens qui marchent dans des endroits magiques, qui tapent sur un ordinateur dans un endroit magique et montrent pas l'autre côté. Non. Et Puis ça me... tu, et Pardon, vas-y. je te rejoins en tout cas sur ça parce qu'il faut vraiment faire attention sur ce qu'on diffuse, enfin, ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, parce que parfois ça paraît idyllique, le beau coucher de soleil, mais sauf que derrière, il y a toujours une réalité qui nous échappe. Parce que ben, c'est pas toujours évident de montrer l'envers du décor. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui poussent au digital nomade parce qu'ils te disent gagner 10 000 euros en étant à Bali ou en Afrique du Sud ou en Colombie. Je sais qu'en Colombie, là, en ce moment, c'est comme c'est l'Eldorado du Les pays digital essaient de nomade. l'encourager aussi parce que ça leur amène des gens qui ont de l'argent. Et oui, Il y a des visas digital nomades qui se mettent ouais, en place c'est et ça. tout. Mais j'ai l'impression que c'est parce que il y a jamais un Colombien qui va aller faire digital nomade Non, en Europe. non, Enfin, sûrement que si, il y en a, je veux pas faire de gros clichés, hein, mais non, non, c'est ça. puis c'est une consommation du monde qui me dérange un peu. Genre, on prend tous les avantages, quoi, parce que c'est nous qui avons mis en place le magasin, alors on prend ce qu'on veut dedans. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même des avantages aussi parce que comme les digital nomades, la majorité des cas, ils gagnent assez bien leur vie, B, ils vont comme développer l'économie locale parce qu'ils vont acheter Oui. au niveau tu sais, que ce soit des restaurants, des épiceries, tu sais, ça va permettre justement de faire circuler l'argent au niveau de ces magasins. Mais c'est toujours, moi j'aime bien tu sais, mettre attention à arriver, pas tomber dans les excès. C'est surtout tomber dans les excès parce que c'est quand on tombe dans l'excès, notamment par exemple le tourisme de masse, qui aujourd'hui, on voit qu'il y a un impact énorme sur, sur la terre en fait. C'est, tu sais, quand tu as des cascades qui s'assèchent parce que justement, ben, exemple, les gorges du Verdon. Oui. Du tourisme. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont développés des activités aquatiques autour des gorges du Verdon, Il y a plutôt. qui se trouvent dans le sud de la France, sauf que bah, il n'y a plus d'eau. Et c'est ça qui me dérange un peu aussi. Le tourisme, c'est quelque chose d'assez superficiel. C'est pas c'est une activité qui peut s'effondrer comme ça, très Oui, rapidement, je pense. C'est pas quelque chose de stable. Enfin, ça peut l'être si ça peut aider les gens si ça encourage à avoir des connaissances sur leur terre, sur ce qu'il y a à faire. Mais si ça déconnecte pour, euh, pour, euh, pour s'adapter à une demande qui vient pas d'ici, donc d'aller faire des hamburgers et compagnie parce qu'il y a des touristes qui vont demander ça, je pense pas que c'est positif sur le court terme, sur le moyen terme. Vu la condition écologique actuellement, je pense que le moyen terme est de plus en plus court et que le moyen long terme,
Enfin, il va y avoir un revers de médaille pas cool, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, Et- j'ai quand même envie de poser la question, est-ce que tu penses quand même que le slow travel peut être une solution alternative au tourisme de masse quand on le fait en conscience? C'est que si le slow travel se fait de masse, Ok. le problème va être le même, j'imagine. Mais il y aura peut-être moins de chances que le slow travel se fasse de masse parce que ça demande un investissement temporel que tout le monde n'est pas prêt à fournir. Non. Mais vraiment, je sais, vraiment, et j'ai envie de voyager, mais je sais pas si c'est bien. Et oui, et c'est pour Non. ça que je te pose la question, parce que Vraiment, je suis comme en cette... conflit Et puis avec je te connais moi-même. personnellement, puis je sais que tu as comme cette ambivalence de vouloir Ouais. découvrir le monde, mais en même temps, il y a l'urgence écologique. Et pourquoi j'ai voulu inviter Laura aujourd'hui, c'est aussi pour vous montrer que oui, on peut avoir une sensibilité écologique, mais être comme tiraillé à l'intérieur de ben, j'ai deux valeurs qui, mises côte à côte, ça fonctionne pas, hein, parce qu'on va se le dire, le voyage et l'écologie, techniquement parlant, c'est deux contre-valeurs. Parce que ça, Après, c'est pas, je pense pas que ce soit uniquement un problème écologique. non, Parce qu'à la limite, si tout le monde voyageait très lentement, mais c'est de vouloir retrouver le même confort partout. oui, Ça c'est fait ça. partie aussi du digital nomadisme, c'est qu'ils veulent voyager dans le monde. Ok, c'est cool. Et avoir un excellent confort pour pouvoir travailler et gagner autant Et oui, d'argent, mais dans un endroit où ils auront un excellent confort, pas cher. Et et du oui. coup, ça oblige à monter les gammes de confort des pays. Là, j'ai un nouveau raisonnement, je ne sais pas où ça va nous emmener. Mais je donne Et- aussi un exemple tout bête. Là, en ce moment, il y a la Starlink qui est en train d'exploser. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la Starlink, tu connais pas ça? Bon, bah, Quoi? c'est monsieur Elon Musk. Évidemment. Ah oui, c'est les voyages dans l'espace. Non, encore mieux. Oh, En fait, ça a été développé par monsieur Elon Musk pour les van lifers. C'est-à-dire que c'est une antenne qui te donne accès au Wi-Fi partout dans le monde à haut débit parce que ça se connecte à des satellites qu'il est en train d'envoyer en masse autour de la Terre. Donc super génial. voilà, et si je dis pas de bêtises, c'est à peu près, ça coûte 150 euros, 150 dollars par mois pour avoir un accès illimité à Internet. Donc, c'est sûr que quand on est comme toi, comme moi, parce que moi aussi, hein, je me considère un peu comme digital nomade parce que mon activité, je peux la faire un peu de n'importe où, et qu'on décide de partir en van life, eh bien, on peut continuer à avoir Internet sur partout dans la planète. Sauf que, comment on faisait avant Internet? Comment on faisait dans les années 80, Et ben avant Internet, 70, je pense que de 60? partir en voyage, ça demandait un vrai courage. Et oui, Parce que déjà, il n'y avait pas tous les modèles qui montraient, donc c'était un vrai choix bien réfléchi. C'était pas, ah, ça a l'air cool, c'est joli. oui, Et, euh, et je pense que ça peut-être une réponse à la question précédente, mais c'est le voyage, c'est aussi pouvoir être capable de s'adapter. Et ouais. c'est ça, le digital nomadisme, c'est pas forcément des gens qui vont aller. Je veux pas faire de généralité Non, encore une fois, mais j'ai pas l'impression que ça soit dans le but de, c'est pour aller découvrir, mais pas forcément à la condition de s'adapter. Et je pense oui, que le voyage doit être fait à la condition de s'adapter pour être pas trop mauvais. oui. Puis là, je vais juste replonger à l'histoire de l'homme. Ben, du temps de Cro-Magnon, oui, il y avait des migrations. Hein, et ils migraient en fonction du gibier, en fonction des saisons, parce qu'il y avait des saisons qui étaient beaucoup plus froides que d'autres, donc ils partaient dans des zones plus chaudes, mais ils s'adaptaient par rapport à leur territoire, ils s'adaptaient par rapport aux éléments qui se trouvaient sur place pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir, etc., Oui, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on a perdu ce côté-là dans le voyage parce que tout est devenu accessible. oui, en fait, on adapte les lieux à nous. Et je Oui, pense que c'est peut-être en ça que le tourisme de masse et compagnie, c'est mauvais. Et oui, que même le slow travel peut être mauvais oui,
parce que du coup, ça incite le monde à s'adapter à nous. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant au voyage, c'est de s'adapter soi. Au- Exact. Et Même puis, si ça implique de bouffer du riz tous les jours, j'en avais marre au Colombie, hein. ben, c'est exactement ça. C'est en fait, pour moi, quand on part en voyage, c'est moi qui dois m'adapter au pays Oui, que je visite et non pas l'inverse. et que s'il n'y a pas Internet, eh ben, il n'y a pas Internet. Et Et c'est que ça, tu sois le plus grand digital du nomade au c'est ça, monde. c'est ça. S'il n'y a pas Internet, ben, tu fais avec, tu trouves des solutions alternatives, tu t'adaptes par rapport aux moyens du bord. Et je trouve, et ça va être un peu la conclusion de ce podcast, c'est que je trouve dommage aujourd'hui que on a tout normalisé. Oui, On essaye de tout normaliser, alors que au final, de partir à la découverte d'autres cultures, d'autres façons de vivre, de façons de manger, ça nous apporte à nous-mêmes d'autres façons de voir la vie. mais après, ce qu'il y a, c'est que les autres pays, du coup, il y a ceux qui sont loin de ça, ils essayent de s'adapter à ça aussi pour avoir les avantages qu'on a et qu'on montre que c'est ça qu'il faut et que c'est ça qui est bien. Ouais, Et du coup, moi, j'arrive pas à me mettre en position de juger si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que peut-être que eux, les destinations, c'est ce qu'ils veulent, ou sur le long terme, je pense que c'est pas bien du tout, c'est vrai, c'est vrai, écologiquement parlant. Mais sur le moyen terme, je peux pas juger, c'est je vrai. comprends qu'ils ont envie d'avoir Internet, je comprends qu'ils ont envie que les digital nomades ils arrivent parce que ça fait de l'argent facile et que le monde en ce moment fonctionne en faisant circuler de l'argent. Mm, Sur mm. le long terme, je pense que c'est pas bien. Sur le moyen terme, j'ai du mal à juger qui a raison, les touristes, les non-touristes, les guides. Et je te rejoins tout à fait. On n'est pas en train de juger qui que ce soit. C'est juste, en tout cas pour ma part, un constat que j'observe Oui, via les réseaux sociaux, qui n'est pas non plus une source très fiable. non, moi c'est de la... Mais moi, ce que je voulais Pardon. vraiment inviter, c'est à se poser la question de comment je voyage, qu'est-ce qui fait que je vais choisir tel type de voyage d'autre. Je trouvais intéressant que tu nous partages justement le slow travel, le fait que c'est de voyager lentement, de se poser à un endroit. C'est hyper intéressant. Et de ne pas vouloir tout voir, c'est pas grave. Ouais, 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 ouais. Et en tout cas, je trouve que justement sur tes réseaux sociaux, tu as une facilité de vulgarisation des événements qui est assez drôle. Et j'ai Puis, encore plein d'histoires à raconter. et donc, je vous encourage vraiment à aller suivre des trucs bien, Laura, sur Instagram, Facebook. En tout cas, je vais mettre les liens dans le podcast parce que ces petites BD sont juste des pépites. Et croyez-moi, vous allez avoir des crampes à l'estomac parce que c'est vraiment très drôle. Merci. Et si vous avez besoin de faire des fresques tropicales chez vous, ben, n'hésitez pas aussi à la contacter parce qu'elle est très talentueuse. Merci. Moi, je m'entraîne chez moi en attendant qu'on me demande de faire ailleurs. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour ce podcast? Euh, un seul et unique mot? Tu peux faire une phrase, hein. Non, j'ai pas d'idée de faire. Ce serait de faire ce qu'on a envie, mais le faire tout en respectant les autres et en prenant conscience, en ayant conscience de nos avantages et de là où on vient. Et voilà. Je valide à 10 000%. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée, dépendamment à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!